Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT des Territoires. Laissez-moi tout d'abord vous souhaiter une excellente année à tous et à toutes de la part de toute l'équipe du Grand JT des Territoires. Que cette année soit belle et heureuse pour chacun de vous. Ouverte malgré tout. Nous partons dans les Vosges maintenant, où la station de ski de Gérardmer, la Moselaine, a ouvert ses portes en proposant diverses activités, mais évidemment pas de ski alpin, faute de pouvoir faire fonctionner les remontées mécaniques, vous le savez, sur décision gouvernementale. Les premières réactions avec ce reportage des équipes de Via Vosges sur place dans la neige. La neige est là et ils comptaient bien en profiter ce week-end à la station de la Moselaine à Gérardmer pour une ouverture exceptionnelle. Exceptionnelle car de telles conditions d'enneigement précoce ne se présentent pas tous les ans, mais surtout parce que les remontées mécaniques sont à l'arrêt sur décision gouvernementale. Pas de ski alpin donc, mais du trail, des raquettes, du ski de randonnée et bien sûr de la luge. C'est simplement le pur plaisir d'aller faire du ski de rando juste après et d'emmener ma petite nièce profiter des plaisirs de la neige. Mais du coup c'est l'occasion de découvrir des nouveaux sports. Hier j'ai fait un peu de ski de fond que j'avais jamais fait, donc ça sort un peu aussi de nos sentiers battus. Nous on a juste à attendre, finalement on est dans une bonne situation, on n'est que clients. Mais c'est sûr que pour les professionnels c'est compliqué. D'autant plus frustrant pour les professionnels que l'hiver dernier avait été compliqué d'un point de vue météo et déjà écourté par la Covid-19. Les conditions en ce début décembre sont idéales et le domaine géromois, 120 salariés lors de son pic d'activité, aurait pu être ouvert dans sa quasi-totalité dès ce week-end. Pour l'instant, on prend notre mal en patience, on continue à préparer les pistes. On a mis en place des bouées sur neige sur la petite Moselaine, des activités de luge sécurisées pour limiter les accidents et limiter l'engorgement des hôpitaux, on est bien conscient de la situation. Selon les saisons, décembre peut représenter de 10 à 20% du chiffre d'affaires annuel, jusque 25% pour les moniteurs de l'école du ski français. Ils sont 70 à Gérardmer et seulement 6 à travailler actuellement entre la Moselaine et les Barrues. La décision concernant les remontées mécaniques sera réévaluée le 11 décembre dans le cadre d'une clause de revoyure. Autre échéance très attendue, plus généralement pour les professionnels du tourisme, la levée des restrictions de déplacement fixées normalement au 15 décembre. Les fêtes, là, ça s'annonce un peu compliqué, mais on a quand même des taux de réservation qui augmentent un tout petit peu. La première semaine, nous, on doit être à peu près à 60% et la deuxième semaine à 70% sur les locations saisonnières. En attendant les prochaines annonces gouvernementales, la station de la Moselaine à Gérardmer sera ouverte dans les mêmes conditions les mercredis, samedis et dimanches, sachant que les licenciés mineurs, sportifs de haut niveau et professionnels peuvent eux accéder aux remontées mécaniques. Dans la vallée du Gier, chez François Colombet, l'ambiance est magique. Des milliers de lumières remplissent son jardin et la façade de sa maison. Les voisins en prennent plein les yeux, plein les mirettes, comme on dit dans nos régions. Et les visiteurs viennent parfois de très loin. Cécilia Ercilla et Lisa Moulin pour la chaîne TL7, Télé Loire 7 sur place, regardez. Sa récompense, François Colombet la trouve dans le regard émerveillé des enfants. C'est trop beau, c'est magique. À travers un parcours, les visiteurs peuvent découvrir le travail de François Colombet. Des kilomètres de guirlandes, des milliers d'ampoules. Le spectacle est fascinant et chaque année différent. On est émerveillé. D'année en année, c'est de plus en plus beau. Et puis voilà, et puis en ce moment en plus, je crois qu'on a besoin de tout ça. Toutes ces lumières nous enchantent. C'est très joli comme toutes les années, c'est pour ça qu'on revient toutes les années. Ouais. C'est vraiment très très beau. Oui. Moi j'aime bien tout ce qui est les lumières en fait, qui brillent. L'allée, je trouve ça fait très joli. Oui. Mais difficile de trouver l'artiste pour le féliciter. François Colombet est un homme discret qui observe de loin les sourires de ses visiteurs. C'est une passion. J'aime tellement faire plaisir aux gens qu'on a des gens qui viennent de l'autre bout du département. Pour voir votre maison. Oui, la Haute-Loire, Firminy. Je vous dirais même que l'année dernière, c'est des gens qui viennent dans leur famille. On a eu un couple qui vit en Amérique. François Colombet se fournit chez Ludovic Audouard, spécialiste des décorations lumineuses pour les municipalités et les professionnels. Mais pour son ami, il fait une exception. Il est exigeant, mais il a surtout un regard d'enfant, il adore. Il aime bien, il aime bien voir les nouveautés, il aime bien voir tout ce qu'on peut avoir. Ouais. François Colombet ne se renouvelle pas tous les ans, mais parfois la facture peut grimper jusqu'à 2 000 €. Un investissement qui le place presque au rang des animations officielles de la commune. Ça se sait très bien dans la vallée et les gens circulent et viennent voir avec plaisir cette décoration. Ce sont le genre d'animations qui nous plaisent bien et que les gens ont envie de vivre de plus en plus. Le maire de l'Orme pourrait bien donner un coup de pouce à François Colombet pour les prochaines éditions.
Une chose est sûre, ici, c'est un peu lui, le Père Noël. Merci. Nous partons pour la Corse maintenant avec une idée pour vos cadeaux faits maison. La boutique Atelier Instant Création met à l'honneur la récupération et l'imagination. C'est l'idée de cet atelier, transmettre un savoir-faire et favoriser la création plutôt que des achats aseptisés sur Amazon. Le commerce de proximité, la relation client font partie des arguments de cet établissement qui tient autant au commerce qu'à la formation. Un reportage à l'île Rousse de nos confrères de Via Télépaésé sur place. Le concept de départ, c'est de créer un lieu de création pour tout le monde, enfants et adultes, et avoir un lieu de partage autour de la création. C'est un lieu de vie pour nous, donc on l'a conçu avec un espace boutique et puis cet espace dans lequel on se trouve de l'atelier. Qu'est-ce que vous faites dans cette boutique ? On fait de la vente, évidemment, de tout ce qui est matériel de beaux-arts, les arts graphiques et puis les loisirs créatifs. Je suis architecte d'intérieur de métier. La déco, c'est mon truc, je suis tombée dedans très tôt. Et puis j'ai toujours aimé aussi créer de mes mains et je pense que c'est un épanouissement personnel et pour tout le monde. Et aussi c'est un lieu d'échange. Votre atelier, c'est aussi une façon un peu de transmettre ce fait main. J'aime beaucoup m'entourer d'enfants et même d'adultes qui ont la même passion que moi. Et je trouve que l'éveil artistique des enfants, c'est beau à voir, quoi. C'est beau à vivre. Moi, j'aime bien faire toucher à tout. On a pu faire des tableaux sur le thème de la mer, on a fait un peu de couture avec un sac, un pliage pour aller faire les courses. On peut faire de la résine pour expérimenter un petit peu ce que ça fait, le coulage dans des moules. Ça fait quelque temps maintenant qu'il y a cette tendance du DIY, qu'on appelle le fait maison. Comment vous pouvez l'expliquer ? C'est peut-être un contre-courant de tout ce qui est numérique. Et puis il y a aussi tout le côté récup. Qu'est-ce que vous voulez mettre en valeur dans cette boutique ? C'est un peu la caverne d'Ali Baba. Et moi, ce que j'aime aussi dans ma boutique, c'est apporter beaucoup de conseils. C'est ça l'avantage d'un commerce de proximité. C'est le conseil. Sinon, sur Amazon. C'est pour ça qu'on existe. Je suis une passionnée de tout ce qui est créatif, en fait. Donc, j'aime bien le transmettre. Je trouve que c'est chouette. Bonjour Guillaume Fischer, merci d'être l'invité du Grand JT des Territoires en duplex de Tours. Vous avez écrit un livre et c'est pour ça que vous êtes avec nous aujourd'hui chez Food Édition. Ce livre s'appelle 100 marques cultes, Label France. Eh bien, c'est l'histoire de l'apéritif du Bonnet ou des cachous La Jaunie ou bien des Deux Chevaux ou bien du Bebop ou du Minitel. Toutes ces marques qui ont fait la France avec souvent une certaine nostalgie. Alors pourquoi cette idée de livre ? Comment cela vous est-il venu, Guillaume Fischer ? En fait, l'idée de ce livre, c'était de rendre hommage en fait, au savoir-faire français qui, depuis 1850, ont inventé des marques absolument géniales, du canoë pneumatique Zodiac à la 4L Renault. Enfin, voilà, c'était un petit peu un hommage au savoir-faire français, Cyril. Au fond, Guillaume Fischer, il s'agit du Made in France avant que ce soit à la mode. Alors effectivement, le Made in France qui est revenu en grâce avec le Covid et la crise sanitaire, ces marques montrent bien que le concept existe depuis des décennies. Alors on le voit dans ce livre, des marques ont totalement disparu et puis d'autres sont toujours bien vivaces. Comment vous expliquez que certaines sont encore présentes dans notre quotidien et d'autres, eh bien, on ne les voit plus du tout ? Une marque, pour qu'elle soit résiliente et qu'elle reste, elle doit réussir à passer l'air du temps. Alors que ce soit en termes de design, que ce soit en termes de technique, pour passer les siècles, il doit y avoir également la qualité de la marque, la remise en cause, le renouvellement, et celles qui effectivement ont disparu, souvent, elles ont été victimes un petit peu, pas d'archaïsme, mais enfin en tout cas d'immobilisme. Merci Guillaume Fischer. Je rappelle que vous avez écrit ce livre avec Raphaël Turca, rédacteur en chef notamment du magazine Technicart et qui est votre co-auteur pour ce livre 100 marques cultes, Label France chez les éditions Food Édition. Un excellent cadeau par ailleurs pour les fêtes. Merci beaucoup Cyril.
Cette belle histoire maintenant, qui pourrait être une histoire de Noël, en tout cas elle pourrait donner le sourire à beaucoup. De l'Albanie à l'Occitanie, voici le parcours hors du commun de Xuran. Arrivé il y a 4 ans sur le territoire, il était considéré comme un mineur isolé. Il a été pris en charge par les services sociaux et il a décroché une formation en apprentissage au collège Émile Alain de Carcassonne et s'illustre dans la cuisine française. Cette année, lui et sa recette apparaissent dans le livre d'Agri-Local, un guide qui met en avant les produits locaux à rayonnement international. Son histoire est racontée par les équipes de Via Occitanie sur place. Regardez. Comme chaque mercredi à l'heure du repas, le réfectoire du collège Émile Alain à Carcassonne est vide. Pourtant en cuisine, on s'active. Application pratique donc du menu CFA de la semaine. Le chef cuistot Jean-Jacques et ses 3 employés s'apprêtent à faire un exercice de dressage de plats. Le principal intéressé, c'est lui, Julian. Il a 20 ans, il est en apprentissage dans cet établissement depuis 3 ans. Pourtant, rien ne prédestinait ce jeune Albanais à être ici aujourd'hui. Je suis arrivé en France en 2016. J'avais 16 ans et demi. En Albanie, ça se passait pas trop bien avec la famille. Du coup, je me suis barré. Arrivé en France, l'adolescent obtient le statut de mineur non accompagné. Un statut dont bénéficient automatiquement les mineurs étrangers isolés présents sur le territoire. Pris en charge par un service de l'aide sociale à l'enfance, il finit par atterrir à Carcassonne. Je suis arrivé, j'étais accueilli par le conseil départemental de l'Aude. Après, on m'a proposé un contrat, une formation de cuisine. J'ai fait un mois de stage au collège de Bram et le chef de Bram, il m'a proposé un contrat d'apprentissage. Je ne me suis pas arrêté. Maintenant, tu vas tamponner délicatement de sucre glace. Julian obtient alors un statut de travailleur indépendant. Un parcours exceptionnel et qui ne s'arrête pas là. Cette année, un de ses plats a été sélectionné pour figurer dans le livre de recettes d'Agri-Local, une plateforme qui promeut les produits locaux. Il gagne, grâce au tev biprech, un plat traditionnel albanais. C'est surtout cette configuration, je dirais, d'adaptation d'un produit albanais et d'une recette albanaise à la sauce audoise made in pays Qatar. Et donc ça, c'est quelque chose qui a fortement interpellé le jury national. Une recette albanaise avec des produits audois. Finalement, ce plat, c'est un peu l'histoire de Julian, celle d'une intégration réussie. Prenons de la hauteur, direction la Tête de Chien à la Turbie, où un hélicoptère est intervenu il y a quelques jours, et ce, pour les besoins de travaux de consolidation d'une falaise à proximité. Ce sont des images de nos confrères sur place de Monaco Info, un reportage de Sandrine Nègre et d'Alexandra Paolini. Nous sommes à quelques pas de l'observatoire situé à la Turbie. Ici, le panorama est magnifique, une vue imprenable sur la principauté. C'est aussi l'endroit qui a été choisi pour permettre à cet hélicoptère de se poser. Une opération délicate, la participation de cet hélicoptère, une condition sine qua non. Alors aujourd'hui, ont été réalisées les opérations d'héliportage pour pouvoir amener le matériel nécessaire donc, aux travaux de réhabilitation des confortements, donc des confortements existants de la falaise du Botugan. On est actuellement sur la Tête de Chien et une centaine de mètres en contrebas, on va trouver la falaise du Botugan. Donc falaise qui domine à la fois la moyenne corniche et la sortie du tunnel Régnier 3, donc le tunnel qui assure la liaison entre Monaco et la France dans le sens sortant. Une falaise qui, dans les années 90, a été équipée de 62 ouvrages de confortement pour prévenir les chutes de pierre et maintenir ainsi la sécurité sur la moyenne corniche. D'ici la fin de l'année, on va commencer à conforter certains blocs, c'est-à-dire on va poser des câbles et forer les rochers en profondeur pour enfiler des barres qu'on appelle des crayons, des boulons d'ancrage, qui sont des barres assez longues, entre 4 et 5 mètres. Pour stabiliser ces anciens ancrages qui sont maintenant trop vieux, trop anciens. Et ensuite, en janvier, on va transporter un autre compresseur beaucoup plus gros qui va nous permettre, avec une autre machine qui est bien plus grosse que celle qu'on va utiliser maintenant, c'est un T21, ça s'appelle, c'est une espèce de marteau-piqueur, mais auquel on rallonge des tiges pour forer la roche. Et tandis qu'en janvier, on va avoir une autre machine qui, elle, va forer plus profond aussi. Et qui permettra ainsi la pose de barres de plus gros diamètre. Nous suivrons d'ailleurs cette étape afin de mesurer la dimension acrobatique de ce type de travaux.
Nous partons maintenant dans la rubrique Éco-région pour la Charente-Maritime, dans ce grand JT des territoires, à la rencontre d'une société qui s'appelle Shark Industries, une société spécialisée dans les robots industriels. Michel Picot, bonjour, vous nous en dites plus sur cette PME très made in France qui commence à rayonner dans le monde et même jusque dans l'espace. Bonjour Cyril, bonjour à toutes et à tous. Shark Robotics a été créé en 2016. Ils sont installés à 2 pas de La Rochelle et c'est là qu'ils fabriquent entièrement leurs robots industriels jusqu'à la batterie. Mission de leurs robots, éloigner l'homme des zones à risque. On les trouve donc dans les domaines de la sécurité, de la défense, de l'industrie, de l'énergie et du nucléaire. Et plus surprenant, en 2016, lors de l'incendie de Notre-Dame de Paris, c'est leur robot pompier qui est entré seul dans le monument en flammes où la température a atteint les 800 degrés. 10 heures d'intervention pour ce robot qui ont permis notamment d'éviter l'effondrement de la cathédrale et de sauvegarder de nombreuses œuvres d'art grâce aux frappes chirurgicales du robot, à savoir la détection rapide des points chauds avec sa caméra thermique et du refroidissement avec un canon en haut, et le robot est ressorti intact. En 2020, ils décident d'adapter leur robot pour en faire un robot de décontamination capable de micro-pulvériser des solutions désinfectantes sur 20 000 m² de surface en seulement 3 heures. Enfin, et ce n'est pas fini, la PME française a été contactée par l'américain Boston Dynamics, leader incontesté de la robotique mondiale, pour un partenariat technologique toujours dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Shark Robotics, 40 personnes, a donc fait son entrée sur le marché américain et envisage désormais d'envoyer certains de ces robots pour des missions dans l'espace. Qui a dit que nous n'avions pas des talents dans nos territoires ? Merci Michel Picot. Nous vous retrouvons dans une prochaine édition du Grand JT des territoires pour nous présenter des entreprises qui font rayonner le savoir-faire français. C'est un véritable trésor que nous allons vous présenter maintenant, un véritable trésor caché, le manoir de Verdigné à Avesnes, en Saunois, dans la Sarthe. Ces bâtiments qui tombaient en ruine sont restaurés par 2 frères propriétaires des lieux. Récemment, d'ailleurs, le toit du manoir a été reconstruit à l'identique, vous allez le voir. Il est d'une forme très rare, un dôme impérial qui a valu au maître charpentier qui l'a restitué d'être lauréat national du concours Atelier d'Art de France. Un reportage d'Hélène Galliana sur place pour Via LMTV Sarthe. Le manoir de Verdigné est niché au fond d'un long chemin de terre. Encore protégé par ses douves, l'édifice trône ici depuis plus de 500 ans. Une des caractéristiques de cet ensemble, c'est que c'est un site fortifié avec une architecture de Philibert Delorme. C'est donc un site très très intéressant au point de vue culturel. Car imaginez, à l'époque, c'est par un pont-levis que l'on pénétrait à l'intérieur du site. Et si l'on n'était pas invité, c'étaient les meurtrières qui se chargeaient de l'accueil. Le site, abandonné plusieurs décennies, est en travaux depuis bientôt 14 ans. Une restauration longue, menée par Stéphane Leroux. Il a restauré à l'identique un dôme impérial sur l'une des bâtisses. C'est un dôme à l'impérial qui a existé, que l'on l'a restitué grâce à une photo d'un historien, Damien Castel, qui a retrouvé ce document-là, bizarrement, une photo de 1890 sur laquelle il y avait encore ce dôme. Et de ce fait, messieurs Gagnon ont décidé de restituer ce dôme-là. Un ouvrage qui a permis au charpentier d'être récompensé pour son travail. Il est le lauréat du concours des Ateliers d'Art de France. Ça donne un certain plaisir de participer à l'entretien d'un monument historique et puis de le remettre en état pour qu'il reparte pour quelques centaines d'années s'il est bien entretenu. Il reste encore beaucoup de travail au sein du manoir qui n'a peut-être pas encore livré tous ses secrets. Pour les curieux, les propriétaires des lieux organisent des visites sur demande. Voilà, Noël, c'est aussi parfois le moment de rêver un peu. Nous partons à Lorient pour un voyage long cours qui va vous faire rêver. La goélette scientifique Tara a largué les amarres et pendant 2 ans, elle va voguer dans l'Atlantique Sud pour étudier les fonds marins afin de nous en dire un peu plus sur notre passé, mais aussi sur notre futur. Un reportage des équipes de TBO sur place en Bretagne.
Tara, à nouveau en expédition depuis son port d'attache de Lorient. La goélette scientifique est partie pour un périple de 70 000 km. Au programme, un tour complet des mers et littoraux d'Amérique du Sud et une remontée le long des côtes ouest de l'Afrique. Les 80 scientifiques qui se relayeront à bord vont étudier en détail le microbiome marin. Mais qu'est-ce que ce fameux microbiome? On a l'habitude de voir des gros organismes, des animaux, des plantes, mais dans tous les écosystèmes, que ce soit l'océan ou le désert ou n'importe quoi, il y a toute une partie de l'écosystème qu'on ne voit pas, qui est invisible, qui est le microbiome, c'est tous les organismes plus petits qu'à peu près 1 millimètre. Donc ce sont essentiellement des organismes unicellulaires, comme les virus, les bactéries, les archées ou des cellules plus complexes comme les nôtres, mais à l'état unicellulaire. Tous ces organismes sous-marins microscopiques produisent 50% de l'oxygène sur Terre. Leur étude précise sur les différents lieux de la planète va permettre de mesurer leur état de santé et du coup, celui du monde. On va comprendre en fait comment l'écosystème océan peut résister ou s'effondrer par rapport à des changements climatiques. On va comprendre jusqu'où on peut aller en fait et les barrières qu'on ne devrait pas dépasser pour maintenir un océan en bonne santé et une planète habitable. C'est passionnant par définition parce que c'est le monde de l'invisible. Surtout, c'est de voir un peu quel impact vont avoir le réchauffement, quel impact à la pollution, les microplastiques notamment, sur ce microbiome qui a un rôle essentiel à jouer sur la planète. Après son retour à Lorient dans 1 an et demi, 2 ans, il faudra encore patienter pour analyser les échantillons microscopiques récoltés et en savoir donc beaucoup plus sur l'état de notre planète. Peut-être l'arme du futur pour venir à bout de la Covid-19. Son nom, Humana, et elle nous vient de Bretagne. C'est une peinture de revêtement intérieur antibactérienne qui a été testée contre le coronavirus et les résultats sont tombés. 90% du virus serait détruit en 3 minutes, un peu comme le gel hydroalcoolique que nous mettons sur nos mains. Direction les Côtes d'Armor pour tous les détails avec nos partenaires de TVR sur place à Rennes. Avec son siège social installé à Saint-Pern en Ille-et-Vilaine et ses ateliers à Plouanne dans les Côtes d'Armor, la société Armor Habitat distribue en France depuis 11 ans une peinture de revêtement intérieur antibactérienne fabriquée en Italie. À l'aune du Covid-19, le produit a été testé en laboratoire en y déposant la souche du coronavirus. Le résultat est tombé au mois d'octobre. Le laboratoire en fait indique que dans les 3 premières minutes, 90% de l'ADN du virus est détruit et dans les 15 premières minutes, 100% de l'ADN est détruit. Donc il ne reste plus rien au bout de 15 minutes. Ce qui veut dire que l'on a un effet actif très important et que l'on... À l'identique des gels hydroalcooliques, on peut dire que l'on est là dans une réduction de la transmission du virus par voie de contact dans tous les lieux publics, dans tous les salles d'attente des médecins ou des professions libérales, dans les hôpitaux, les EHPAD, les écoles, les crèches. Bien évidemment, cette peinture peut avoir un effet très intéressant sur la propagation du virus. Pour obtenir de tels résultats, le principe actif de cette peinture intitulée Humana est protégé par un brevet qui intègre des nanomatériaux infiniment petits. Les produits actifs contenus dans la peinture qui vont tuer effectivement ces virus sont issus d'une réaction avec des matières qui sont plutôt des matières minérales qui vont réagir avec la lumière. Donc la lumière, ce sont des produits ce qu'on appelle photocatalytiques. Un petit peu comme certains composants électroniques aujourd'hui peuvent réagir en produisant de l'électricité avec de la lumière, comme les panneaux photovoltaïques. Désormais doté de l'étiquette anti-Covid, Humana est en vente à destination des professionnels depuis 3 semaines. La société Armor Habitat et son enseigne Armodis a l'exclusivité de sa distribution sur le marché français. Pour ceux d'entre vous qui aiment les visites et les excursions, eh bien si vous vous promeniez dans une ville avec toutes les archives en poche, c'est ce que vous propose ce reportage. Alors imaginez-vous en Bretagne, dans la ville de Rennes, et découvrez des images d'archives et d'histoires inédites de la commune grâce à une appli qui est avec vous. Pour tout savoir et pour tout comprendre, voici les détails avec nos confrères sur place de TVR à Rennes. Archives en poche, c'est la nouvelle application qui permet de découvrir Rennes à travers des films amateurs. Le concept propose de visionner des images inédites directement sur son smartphone grâce à la géolocalisation. Pour l'instant, une quinzaine d'archives est présentée sur l'application.
On attend quelqu'un, ou alors sur le chemin de l'école, ou en faisant ses courses, on se dit tiens, il y a peut-être quelque chose à découvrir par ici, on regarde, il y a un point d'intérêt juste à côté, et on redécouvre la petite ou la grande histoire. La crue de la Vilaine en 1966, la libération de Rennes en 1944, ces films argentiques inédits sont issus des fonds de la Cinémathèque de Bretagne. C'est une manière de rendre hommage aussi à des hommes et des femmes qui, à leur manière, avec les moyens du bord, ont capté des moments qui sont entrés dans la postérité. Des moments qu'ils ont tournés souvent innocemment, hein, sans se dire qu'un jour, ces images seraient conservées, documentées et valorisées pour que le plus grand nombre, en 2020, puisse s'en emparer. Rennes sert de ville pilote pour le lancement de l'application. Si le concept trouve son public, Archives en poche pourrait être décliné dans d'autres petites et grandes communes bretonnes. Voilà, fin de cette édition spéciale Nouvelle Année du Grand JT des Territoires. Nous vous souhaitons, toute l'équipe du Grand JT, une excellente, belle et heureuse année. Et à très vite sur vos chaînes locales et régionales et sur TV5 Monde. Bonne année à tous.